C'est bon pour l'enregistrement. Alors, l'intégrale, on peut peut-être Euh, ouais, parler 2 secondes de ouais, vas-y. l'intégrale. Alors, si tu parles vraiment des intégrales, c'est-à-dire des gros bouquins Venom, alors, attention, c'est comme d'habitude, bon, déjà, c'est un sacré budget. Et puis, c'est toujours délicat de conseiller ça quand même. Enfin, est-ce que tu imagines? Salut les mecs, je veux attaquer Venom, qu'est-ce que je fais? Oh bah c'est simple, t'as les intégrales Venom, vas-y, achète-les, t'as 35 bouquins, 50 balles l'unité, vas-y, attaque. Tu vois, c'est un peu compliqué, surtout bah, quand même, même si c'est le run classique et que c'est important dans l'histoire de Venom, ah, il y a quand même des vaches de haut et de bas. Donc ça reste toujours, c'est à connaître, c'est à lire, c'est évident. Mais ça reste toujours un conseil délicat. Je sais pas si t'es d'accord, Martin. Ouais, les intégrales, c'est vrai que c'est un peu le cul entre deux chaises, hein. C'est vrai que c'est bien d'en avoir parce que c'est vrai qu'après tu connais pas mal de choses, mais c'est un certain coût et mettre ce coût-là pour débuter, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que t'es peut-être prêt à mettre des sommes pareilles quand tu t'y connais déjà, mais peut-être que le temps que tu t'y connaisses déjà sur le truc, t'auras déjà peut-être Ouais. plus ou moins lu tout ce qu'il y a dans l'intégrale. Donc à voir. Donc je sais pas. C'est pour ça que je trouve bien les formats nomades urbains parce que c'est un peu voilà condensé de quand même des gros trucs parfois dans des tout petits prix. Ça permet un peu de résoudre Ouais, peut-être, ce tu problème-là. l'avais peut-être raté au début du coup, mais peut-être quitte à lire de l'ancien et pour avoir de la base, plutôt le Nous sommes Venom, donc l'anthologie, qui couvre quand même plus de choses différentes de Venom, et bah, du coup un bouquin, donc plus accessible aussi en termes de prix. Surtout que par exemple, quand tu dis, bah, si j'attaque par exemple le run de Venom, bah, les intégrales, bah, du coup, bah, il y a la base. Ah, c'est pas forcément le cas non plus. Je veux dire, les premières histoires qui ont été faites vraiment autour de Venom n'ont pas grand-chose à voir avec le Venom que nous avons aujourd'hui. Mais du coup, bah, l'évolution fait que les Venoms qu'on a aujourd'hui bah, sont bah, plus dans l'air du temps, plus actuels, même avec la version qu'on a au cinéma, que les toutes premières histoires, par exemple, de Venom. Encore Venom, c'est pas si flagrant que ça, quoi. Enfin, je veux dire, mais tu lis par contre les toutes premières histoires de Batman ou les premières apparitions du Joker, t'as peur, hein. Et ouais, ouais, j'ai une intégrale Joker que mon frère m'a offerte. Et ouais, le Joker, le premier récit du Joker, il est flippant, mais vraiment très flippant. Mais je suis pas sûr que ce soit dans le bon. Enfin, je pense que les gens à l'époque, ils ont dû péter un câble, hein, parce que pour que ça me fasse flipper aujourd'hui, alors que du Joker, on a vu The Killing Joke, enfin, on a vu des trucs hardcore. Ouais, il y a des vieux récits, ça te choque par la différence de code parfois. C'est vrai que, wow, dur. Vas-y, attaque, Martin. Il faut qu'on défonce du Star Wars. Alors, euh, Je peux plus me bagarre, retenir. il va y avoir bagarre. Il va y avoir bagarre. Donc bon, nous sommes en 2024. Il y a 25 ans sortait Star Wars. Ah, j'y crois pas. J'y crois pas. Ah, j'avais même pas vu, tiens. Non, j'ai T'as fait une pas honte faute. quand Tu même? vois, mais moi non plus. En plus, c'était le titre, c'était en gros et tout. C'est terrible, terrible. Donc bon, en 99 sortait Star Wars épisode 1, la méance fantôme, comme j'avais écrit, la menace Le fantôme pour fameux. être plus exact, le fameux exactement. Donc bon, c'est un peu le temps de faire le bilan, hein. Le film est plus vieux que moi. Qu'est-ce que quelqu'un comme moi peut en dire, hein, finalement, qu'il a grandi avec. J'annonce un peu mon côté partiel, hein. J'ai grandi avec, mais c'est pas pour ça que je n'y ai pas trouvé des défauts. J'ai essayé de donner un procès équitable à ce film. On va voir ça tout de suite et on commence avec un peu la genèse et un peu aussi rétablir quelques vérités sur le film en fait finalement. Euh, Car je pense que quoi qu'on en pense de, de ce film-là, ça reste qu'on appelle ça une étape euh, dans Hollywood. Il y a un avant et un après La Menace Fantôme. Parce que c'est un film qui a une ampleur titanesque. J'ai mis titanesque, voilà. Euh,
car alors c'est beaucoup moins le cas dans les 2 films d'après, mais en gros ce film-là, il y a, énormément de maquettes, de costumes, de travail en décor naturel. Alors avec des augmentations, des améliorations par, effet numérique, ça c'est évident. Mais c'est quand même un film aussi, voilà, il y a 1000 costumes qui ont été réalisés. Voilà, comme j'ai dit, il y a un nombre record de maquettes, de modèles réduits, que ce soit des vaisseaux, des villes, des personnages, notamment la scène de la course de pod, heu il y a un plan où on voit toute la foule dans les gradins, et il me semble qu'il y a des milliers et des milliers, voire même encore beaucoup plus d'éléments de maquettes dans ce plan-là, parce que ben, chaque personne en fait dans ces gradins-là, alors c'est juste des cotons-tiges ou des trucs comme ça, peints très sommairement pour donner l'illusion, mais ça reste quand même des éléments qui ont été mis là ben, par des artistes, par des maquettistes, etc. Et je trouve que ça donne, je pense que dans certains aspects du film, ça le fait mieux vieillir que le 2 et le 3, parce qu'on voit plus les aspects maquettes, modèles réduits, etc. Alors il y a d'autres trucs dans le film qui font que c'est encore plus mal vieilli que certains, mais il y a quand même une certaine ambition de ce côté-là dans le film, qui sera, ben, voilà, comme j'ai dit, vite remplacé par vraiment quasiment pas du tout numérique, mais genre beaucoup beaucoup numérique dans le 2 et dans le 3. Mais voilà, la menace fantôme, c'est aussi un, un peu comme le baigneur de son époque en termes de production. Je crois que ça a coûté 130 ou 150 millions de dollars, ce qui pour l'époque était beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors j'ai pas fait les taux de conversion, d'inflation, je sais pas quoi, mais c'était vraiment beaucoup beaucoup. Donc voilà, euh, c'était quand même un projet énormément ambitieux. Alors, ça se casse la gueule ou non, à vous de voir, mais je pense pas qu'on peut lui retirer le fait que ça a tenté quelque chose, ça l'a tenté à fond, quoi, hein, ça allait à fond les ballons. Je pense que George Lucas l'a dit même. Alors, je crois que c'était pour l'épisode 3, mais ça reflète un peu la prélogie, où j'aurais dit, genre, je suis peut-être allé un peu loin sur certains trucs. Et c'est un peu le cas ici aussi, hein. Il y a énormément de décors différents, ouais, de costumes différents. Et j'y reviendrai un peu après sur un peu la diversité de l'univers, mais ça a été retranscrit de manière très, euh, quand même assez tangible sur cet épisode-là par rapport aux autres. Et je pense qu'il fallait quand même souligner cette ambition-là au niveau de la production. Voilà, je sais, pour le moment, est-ce que tu veux déjà casser mon argument ou Non, tu peux y aller, hein? pour le moment, non. Je rajouterais juste que je trouve que cet épisode, euh, euh, comment dire, il joue quand même bien le rôle de transition, je trouve, toujours en termes d'effets spéciaux, hein, du coup, et de décors, qui joue bien son rôle de transition entre l'ancienne trilogie et la trilogie à venir. Parce que du coup, tu as quand même encore l'utilisation d'anciennes techniques avec énormément de maquettes, même si, bah, par exemple, ça m'aurait pas dérangé de voir encore un peu plus de vaisseaux en maquette, puisque là, bah, les vaisseaux n'étaient plus du tout en maquette, hein, dès cet épisode-là. Mais en tout cas, tu les avais quand même toujours au niveau des décors. Tu avais aussi toujours, comment dire, Yoda, qui était vraiment à l'ancienne aussi. Ça, c'était particulièrement appréciable. Donc voilà, tu avais quand même toujours ce côté fait à la main, disons, ce côté artisanal, savoir-faire, et pas tout qui se règle à coup d'ordinateur, qui du coup, moi, m'a fait vraiment plaisir. Et je ressens du coup ce côté transition en douceur, parce que bah, bien évidemment, tu as quand même de l'ordinateur, hein. Enfin, je veux dire déjà tout ce qui touche à l'espace, bien évidemment. Euh, mais ouais, j'ai trouvé pour le coup que c'était un bon juste milieu. Voilà, c'est tout ce que je voulais Ouais. rajouter. Ouais, ouais. Oui, mais c'est vrai que en plus, c'est le dernier film. Enfin, c'est le dernier film que George Lucas a réalisé des Star Wars qui a été tourné en pellicule, notamment. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un aspect peut-être un peu plus comme les anciens, là où les 2 et les 3 ont été tournés en digital, Mhm. en numérique. Et puis voilà, je l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que oui, ne serait-ce qu'en termes aussi de préparation des acteurs pour la chorégraphie des combats, l'entraînement au sabre, c'était quand même aussi un truc qui a duré pas mal de temps. Et ça se voit à l'écran, on en Bien sûr. reparlera après avec Duel of the Fate, mais c'est vrai que
Et c'était quelque chose qui n'était pas forcément très très courant à l'époque. Alors il y avait Matrix qui sortait à peu près à la même époque, qui eux aussi ont bien entraîné leurs acteurs principaux. Donc bon voilà, ça fait les choses différemment. Bon, c'est toujours ce que George Lucas a essayé de faire, de pousser les techniques de voilà. Je crois que il me semble que c'est peut-être l'un des premiers films qui a été monté sur un logiciel de montage qui avait pas besoin d'être linéaire. Enfin, on pouvait monter les scènes de manière individuelle et pas juste les faire avec de la pellicule dans l'ordre, etc. Enfin voilà. Donc, il a tenté de pousser le cinéma, voilà. Donc, assez louable comme entreprise. Euh, Selon moi, ce qui reste après 25 ans, alors on va parler évidemment du GOAT en premier, de la légende, John Williams. La musique, c'est vraiment John Williams, c'est quelqu'un qui n'a jamais failli, en tout cas dans son travail sur la saga Star Wars, même, même les nouveaux épisodes qui sont vraiment beaucoup moins marquants et beaucoup moins originaux que ce qu'il a fait sur la prélogie ou la trilogie originale. Euh, on va dire que les compositions les plus banales de John Williams restent meilleures que bah, moult compositeurs à Hollywood. Et là, pour le coup, son travail sur la prélogie, un peu comme à l'image un peu de l'extension de l'univers qu'a voulu Lucas, il a pas cherché à répéter ce qu'il avait fait sur les épisodes d'avant. Là où les trois premiers Star Wars sont beaucoup plus peut-être un orchestre avec comment on pourrait dire symphonique. Oui, c'est un peu ouais, un orchestre symphonique, des cuivres, des percussions, etc. La prélogie, on est beaucoup plus dans un opéra finalement, dans l'utilisation des chœurs, du Ouais, violon, j'aurais etc. dit une musique plus, disons, orchestrale pour les anciens. Et effectivement, des musiques, comme tu dis, plus symphoniques, plus dans le lyrique pour les suivants. Ouais, absolument. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, il n'a pas cherché à faire la même chose. Et alors c'est vraiment juste mon avis, mon opinion. Je trouve les musiques de la prélogie meilleures que celles des anciens films. Moins iconiques, ça je suis prêt à l'admettre, mais en termes de préférence, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc tellement fou dans les musiques de la prélogie que voilà. Bon après aussi peut-être parce que j'ai grandi peut-être plus avec la prélogie que les films, ça je suis tout à fait prêt à l'admettre. Mais oui, c'est vrai qu'après le thème de l'Empire, la fanfare classique du texte qui déroule, c'est iconique. Je pense que à chaque fois que le JT parle de Star Wars, ils mettent la marche impériale. Et voilà, ça ne confirme enfin, ça confirme le fait que les anciennes musiques sont plus iconiques parce qu'elles sont là depuis plus longtemps et Star Wars, quand c'est sorti, c'était vraiment le phénomène et c'était nouveau. Mais ouais, pour moi, les musiques de John Williams sur la prélogie, je sais pas, il a réussi à faire complètement, enfin, à aller dans une autre direction, être euh, tout aussi excellent euh, et quand même pertinent avec bah, les scènes pour lesquelles il composait la musique finalement, quoi. J'en ai aucune idée. Je suis incapable de trancher sur ce débat. Je pense que le problème, c'est que je pense que les chants lyriques collent quand même vachement bien à l'univers de Star Wars. Et en tout cas, les chansons avec du chant lyrique sont vraiment très bien placées au bon moment. En tout cas, dans les scènes vraiment qui l'auraient nécessité. Et le problème, c'est que ça truque un peu le débat dans un sens, quoi. Parce que bah, c'est vrai que c'est vrai que du coup, les trois films, enfin les épisodes un 2 et 3 partent avec un avantage, avec cette nouvelle dimension qui est donnée à la musique. Euh, je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, je crois que aucun. Tu sais, tu as des fans de Star Wars, des petits fans de Star Wars, des fans hardcore, des fans qui ont été déçus, d'autres qui se sont sentis blasés. Enfin, vraiment, tu as tous les types de profils. Mais c'est quand même rare de voir un fan de Star Wars qui te sort que John Williams ça fait de la merde. Ça, ce serait du jamais vu, quoi. Enfin, Oui, c'est, oui. tu Et l'as pour dit, quelque chose c'est d'aussi vraiment clivant que dans Star l'univers Wars, de Star Wars, miracle. c'est le GOAT, quoi. Clairement. J'utilise jamais cette expression. Et Oui, là, je peux l'utiliser. oui, oui. Oui. Bah, j'ai déjà entendu l'expression, c'est un peu l'oxygène qui permet à l'univers d'exister en fait. Et Ah oui, oui, carrément. sans John Williams, il n'y a pas y a pas de Star Wars. Enfin, Star Wars n'est pas Star Wars, pas vraiment. Enfin,
Les films de la saga Skywalker ne sont pas les mêmes parce qu'il y a eu d'autres compositions, d'autres compositeurs qui, sur les projets respectifs, ont fait du très bon travail, Andor notamment, mais pas que. Mais voilà. Sur les films, c'est Johnny et c'est personne d'autre. C'est ça, je suis d'accord. Euh, Ensuite, en haut à gauche, j'ai mis une image du Conseil Jedi pour un peu illustrer que même si le film repart sur Tatooine durant une partie du film, parce que je pense aussi pour ramener le public à un certain confort nostalgique, on va aussi sur Naboo, on va sur Coruscant, on voit des marécages, on voit une ville souterraine, enfin subaquatique, on voit une planète ville, on voit des, je crois que j'ai déjà dit des marécages, mais Naboo aussi, on voit une espèce de ville un peu gréco-romaine. Enfin, pour dire que rien qu'avec le premier épisode, on a quand même changé de planète, mais aussi de direction artistique dans chaque planète. Euh, Coruscant est absolument différente de Naboo. Et même dans Naboo, entre la surface et le monde sous-marin, c'est pas la même chose. Même à Tatooine, on voit pas exactement la même chose. On voit des vaisseaux différents, des intérieurs de vaisseaux différents. La technologie n'est pas la même, les costumes sont pas les mêmes. On change de race alien. Enfin voilà, ça a été un point de remise à zéro, c'est un point un nouveau départ finalement et un nouveau point d'entrée pour plein de gens dans la saga. Et ça s'est pas juste contenté de repomper ce qui a été fait avant, ce qu'on peut reprocher et à juste titre à l'épisode 7. Là pour le coup, cet épisode 1 euh, ne se contente pas de juste de la jouer enfin, dans la sécurité et au contraire va proposer plein de choses et je trouve qu'en termes de variation, de diversité, enfin pour moi je trouve que c'est des bons ajouts, enfin voilà, c'est des choses qu'on n'avait pas vues avant dans les trois précédents films et je trouve que voilà, ça fait respirer l'univers et ça le fait se rendre compte que ouais, il est vraiment c'est vraiment une grande galaxie et qu'il se passe plein de choses différentes. On va dire. Yes, pour le moment pas bagarre. Non, mais ça y est, ça arrive. Ah, oui, c'est vrai, il a fini Hippofile le lore. Oui, c'est vrai que je pense qu'il avait déjà les idées, enfin, il avait pas mal d'idées sur ce qu'il voulait, voilà, sur ce que l'univers devait être, pardon. Et oui, la prélogie étend bien cet univers-là, avant même l'univers étendu. J'ai vu ça pour la ne t'inquiète pas, on viendra après sur les points qui fâchent un peu plus Sokalala. On y viendra. Là pour le moment, je dis les points positifs, ce qui est bien, mais la Il nuance dit arrive ça, mais en après. fait, pendant une demi-heure, il va parler de points positifs et il va dire enfin, c'est tout pour moi, on se voit la semaine prochaine. Ouais, ouais. La slide d'après, c'est en fait non, c'était tout. Au revoir, Ouais. bonne nuit. Non, non. Euh, Ensuite, ben, mine de rien, moi j'aime bien la course de pod. Alors, je reproche souvent à George Lucas. Alors, en termes de direction d'acteur, il est pas bon, ça c'est clair. Et même en tant que réalisateur, c'est pas quelqu'un qui veut avoir une réalisation très marquée en termes de personnalité. Il a toujours voulu filmer les choses un peu comme les films de guerre ou même quasiment comme des documentaires. Par exemple, si vous avez un peu un œil pour la réal, le cadrage, etc., les différences de mise en scène, ne serait-ce qu'entre l'épisode 4 et l'épisode 5, l'épisode 5 fait beaucoup plus de choses en termes de mouvement de caméra et même en termes de direction d'acteur. Hein, ça se voit que enfin, enfin, c'est autre chose, hein, clairement. Même si dans l'épisode 4, le casting s'en sort parce qu'ils ont une bonne alchimie, etc., ils ont réussi à contourner les défauts de Lucas. Ouais, dans le 5, on tente beaucoup plus de choses, même en termes de photographie, de comment on pense les personnages. Enfin voilà, le 5 comble certaines lacunes de Lucas, et notamment en termes de mise en scène, où il a toujours été très fonctionnel, il monte les choses. Alors ça peut être bien pour les combats, on y reviendra juste après, mais c'est vrai que dans certains trucs, sa réalisation peut paraître ouais, voilà, très classique et très chapitrée, et c'est aussi une référence au Flash Gordon, au film de Kurosawa, etc. Mais pour le coup, je trouve que en opposition à ça, on a la scène des courses de pod qui sont pour le coup, en termes de montage et de réel, pour moi, vraiment, c'est une bulle dans le film.
où pendant les quelques minutes de cette course-là, on a un travail sur ouais, un montage rythmé euh, qui, qui arrive bien à retranscrire une certaine nervosité. En plus, on a le travail du sound design, du design sonore par Ben Burt. Le son des Qu'est-ce que le pods sound est unique design? à chaque pod. Oh non, Jean-Michel. Attends, c'est quoi? Merde, Jean-Michel c'est quoi? Bruitage. Jean-Michel Britage. Oh non. Boup, 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 boup. Enfin voilà quoi. Donc voilà. Mais c'est pour dire que voilà, chaque pod a une identité sonore euh, bien distincte. Et c'est vrai que entre le côté un peu hot rod, enfin, musique de course, voiture de course, pardon, rien à voir. Le côté hot rod, voiture de course, moteur en sur-régime du pod d'Anakin et le pod de Sebulba qui fait, comme j'ai fait tout à l'heure, boup, 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 boup. C'est des trucs complètement différents, mais ça fonctionne bien. Les sons sont satisfaisants. On voit les pods passer devant la caméra à toute vitesse et ça tremble un peu. Enfin voilà, il y a une espèce d'impulsion, d'énergie dans cette scène-là où j'ai presque l'impression de voir un film différent pendant ces quelques minutes-là. Après, oui, bon, Anakin, on s'en fout pas, mais je te parle juste vraiment de la scène en termes techniques, montage, son. Il y a très peu de musique aussi dans cette scène-là, ce qui est un peu rare pour. Il y en a quelques-unes, hein, mais c'est beaucoup, beaucoup plus en retrait pour laisser notamment la place au design sonore. Il y a juste le titre. Là, pour le coup, je pense que Lucas savait aussi connaissait le talent de ses équipes. Et ouais, quand il s'agit de laisser parler Ben Burt, le gars a créé notamment le bruit des sabres laser. Donc quand il te fait des bruits de moteur, tu le laisses faire et tu mets en retrait la musique. Et c'est vrai que oui, pour le coup, cette scène-là, je pense que vous prenez juste ce clip-là sur YouTube, vous le montrez à quelqu'un qui sait même pas que c'est un Star Wars. Je pense pas qu'il puisse racoler ça au style de réalisation de quasiment tout le film, sauf dans les scènes de combat, mais ça on en revient juste après. Donc voilà, je dirais quand même que la scène de pod, prise vraiment dans une bulle comme ça, ça fonctionne. Voilà. Après, c'est vrai que oui, là je vois Sokalala, tu dis à quoi elle sert. C'est vrai on peut se questionner de sa place dans le scénario et comment s'articuler, mais je parle vraiment en termes indépendants, en termes vraiment de pur spectacle, de divertissement. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. Voilà. Bagarre! Bon, Ah, je vais bagarre. commencer par dire déjà que franchement, tu l'as bien défendu. Faut être honnête. Tu as bien défendu la scène, dans le sens où je suis d'accord absolument avec tout ce que tu as dit. Faut être honnête. Euh, franchement, donc chapeau. Mais par contre, je suis désolé, tu oublies l'essentiel. C'est pas une petite bulle, c'est une grosse bulle. C'est long, mais c'est vraiment long à crever, quoi. Est-ce que tu te rends compte que Oh. cette scène, scénaristiquement parlant, elle n'apporte rien? Tout ça pour que l'autre il gagne son pari et qu'il puisse avoir ses pièces, ça aurait pu se régler en 2 secondes. Au lieu de ça, on a une course de 10 minutes si tu as, je sais plus, si tu as la version normale et peut-être 15 si tu as la version longue. C'est exagéré. Je sais qu'elle est bien faite et que c'est vraiment chouette. Mais je te l'ai déjà dit, hein, moi Fast and Furious, j'en ai rien à foutre. Et là, bah, c'est du Fast and Furious avec des effets spéciaux et avec un très mauvais Anakin Skywalker en prime. Donc c'est oh la vache. Et en plus, alors d'accord, ça fait écho avec le fait que dans l'épisode 4, tu as effectivement Obi-Wan Kenobi qui dit que qu'Anakin est le meilleur pilote qu'il ait jamais vu. Donc ça sous-entend qu'il l'ait vu piloter. D'accord. Bon là, du coup, il l'a vu piloter. Ah bah non, même pas en plus, parce qu'il était dans le vaisseau, donc il l'a pas vu piloter. Donc ça marche même pas. Il dit plus ça pour la guerre des clones. Mais bon, dans tous les cas, ok, admettons, il sait piloter, mais c'est pas pour ça que tu vas voir pendant 15 minutes, quoi. Et puis, moi tu le sais aussi, le côté Avatar, faisons quelque chose juste histoire de montrer qu'on maîtrise les effets spéciaux, non. Faut que ça aide au scénario. Et là, je trouvais quand même que c'est nécessaire par rapport au scénario. Et mettre autant de temps là-dessus, je sais pas. Moi, c'est pas. Je sais pas. Je suis assez mitigé. Bonsoir Pierrot. On est en plein débat course de pod. Est-ce que cette scène a un intérêt ou non? N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses.
Tout ça pour dire que du C'est coup, la j'ai un peu le bagarre. cul entre deux chaises. Je suis d'accord avec vous deux. Encore une fois, tu as avancé de très bons arguments et j'ai rien à dire sur ce que toi tu as avancé. Euh, donc, comme quoi, tu es quand même neutre, je veux dire. Tu as une neutralité, je veux dire, les arguments sont bons, ils sont recevables. Mais par contre, je suis totalement d'accord avec ce cas-là. Enfin, au bout d'un moment, c'est quand même une sacrée bulle, quoi. Enfin, Et bah pour moi ça le rythme, enfin je sais pas, je ressens pas la longueur. Après, aussi peut-être ce qui fait aussi peut-être ma ce qui fait que je regarde ça de manière positive, c'est que la dernière fois que j'ai vu cette scène, c'était en salle, parce que bah, ils ont repassé le film il y a pas très longtemps pour les 25 ans, et c'est vrai que revoir cette scène-là au cinéma, t'as le son qui envoie, t'as l'image qui envoie, hein, sur un grand écran, et c'est vrai que je pense que ça m'a porté, je pense, dans la scène plus que d'habitude. Mais c'est vrai qu'après, oui, je peux comprendre de dire que la scène aurait pu être réglée très facilement, ou qu'elle est trop longue, etc. Mais justement, je trouve que dans un film qui est quand même assez lent en termes de montage, là tu passes sur un truc beaucoup plus nerveux. c'est le cas, c'est le cas. Et il y a un impact visuel, hein. Enfin, je veux dire, j'ai vu des paillettes dans les yeux de ma fille quand je lui ai montré cet épisode, hein. Mais, euh, mais en termes de scénario, franchement, ça n'apporte rien. Ah, ça, oui, ça Par contre, c'est vrai que effectivement, c'est l'occasion enfin de voir une autre façon d'utiliser la caméra. Ouais, absolument. let's go, Pierrot est d'accord avec moi. Eh ben, on est en 2 contre 2, hein, Ça mine c'est de rien, ça c'est c'est beau. C'est beau, c'est beau. voilà. Après, attention, j'irai pas jusqu'à dire que j'aime pas la scène. Mais franchement, c'est long et. Je suis mitigé. Ouais, mais est-ce qu'il y avait véritablement un intérêt? J'en suis pas si sûr. Et puis encore une fois, Mais, le l- gosse, j'y vais doucement parce que je sais que le pauvre, il en a bavé, mais sa prestation n'était pas exceptionnelle. ouais. Mais ça, je pense que c'est plus la faute au directeur de casting et à Lucas de pas l'avoir coaché suffisamment, je pense. Ou peut-être tout Voilà, simplement il aurait pas dû être quelqu'un choisi en d'autre, fait. hein, j'ai envie de dire. Oui, voilà. Euh, alors, point suivant. Alors là, par contre, je n'accepterai aucune critique. Il y aura pas de bagarre. Ce sera juste moi avec un flingue qui va tirer sur Sur le les premier dissidents qui qui me n'auront pas la même contredit. opinion que moi. Exactement. Bon, ben, c'est évidemment Dual of the Fates. Le combat entre Qui-Gon et Obi-Wan contre Dark Maul. Attends, je suis d'accord avec ce Alors, cas-là. Ouais, c'est Lucas qui avait une petite lubie, voilà, il est parti dans son délire de course et il a fait la course. C'est vraiment comme oui, ça que je le vois. oui, de toute façon, oui, d'ailleurs, enfin, il sait jamais. Enfin, d'ailleurs, American Graffiti, ça s'inspire qui est un film sur les combats, sur les courses de rue en hot rod, etc. Donc oui, il a toujours eu cette appétence-là pour les hot rods. C'est pour ça que je disais hot rod tout à l'heure pour le truc d'Anakin, c'est parce que oui, il aime les moteurs, le George Lucas. C'est pas un beauf, mais sur certains aspects un peu aussi quand même. Donc, Duel of the Fates, le combat entre Qui-Gon et Obi-Wan et Dark Maul. Alors moi, j'ai jamais eu l'effet de découvrir en live le double sabre laser de Dark Maul, hein. J'ai toujours su que c'était un truc, donc j'ai pas eu cette voilà. Ah, Mais au-delà de ça, ah ben écoute, voilà, hein. Euh, mais ça reste quand même le point culminant du film pour moi. Alors comme dit Pierrot, en effet. Alors la meilleure musique, je sais pas. L'une des meilleures, ça c'est sûr. La meilleure, je sais pas. Je pense qu'il y en a deux qui pencheraient dans la balance pour moi, mais c'est vrai que elle est juste excellente la musique. C'est voilà le chant de centaines c'est des guerriers Sith ou des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est un truc vu genre qu'on parlait du méga lyrisme, épique. c'est pas la première fois qu'on a du lyrisme dans Star Wars. C'est avec celle-là, non? Euh, Je crois bien. Potentiellement, ouais. Je crois, ouais. Alors techniquement, il y a à la fin de l'épisode 6, on a du chant, mais vite fait, mais c'est dans un registre complètement différent. Quand ils sont quand Luke est en train de fêter la victoire sur Endor et tout ça, mais c'est vraiment ça. Enfin pour moi, c'est pas du tout la même vibe quoi. Voilà. Mais bon, que dire de ce combat je pense que c'est mon combat préféré de la prélogie. Alors bon, Liam Neeson avait déjà tourné Rob Roy à l'époque, donc il était déjà euh,
habitué Aguerri. à s'entraîner à l'épée, aguerri aux arts de l'épée. Alors c'est pas les mêmes styles évidemment, mais il avait quand même certaines techniques. Bon, Ewan McGregor est tout aussi bon. Il est sur les 2 films d'après. Et quand on lui laisse faire des trucs stylés, il est aussi bon dans la série Obi-Wan. Il n'a pas été. Voilà, quand on le laisse faire. Mais il y a aussi évidemment Ray Park. Voilà, quand tu as un athlète et un praticien de. Alors, je sais plus quel art martial c'est, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui maîtrisait tous les arts de combat comme il faut. Et c'est vraiment lui, grâce à lui, que le combat atteint ce niveau-là. Il arrive à bien vendre tous les mouvements, que ce soit quand il est contre Qui-Gon, contre Obi-Wan ou contre les deux. Alors, oui, il y a des mouvements qui n'ont aucun sens. Des fois, ça se voit que les sabres vont pas se toucher ou quoi que ce soit. Enfin, j'excuse les frivolités superflues de ce combat parce que il reste très bien exécuté. Il n'y a pas vraiment de flottement en termes de mouvement et c'est pourtant très compliqué, hein. Les combats de contre 1, ça peut être très compliqué à bien timer parce qu'on peut avoir des flottements où on ne sait pas trop ce que l'un va faire, etc. Mais là, pour le coup, de bout en bout, ça se dirait bien. Le décor n'a aucun sens, mais il est cool. Enfin, je parle surtout des tubes d'énergie chelou. On Ouais, sait pas ce oui, que c'est ça vrai. fout là, mais c'est méga épique. Voilà, Mais ça a un intérêt tout de vraiment quand même le pour truc, le combat, même si on sait pas ce que ça fout là, effectivement. voilà, ça aide à créer voilà une certaine ambiance particulière. Et puis oui, voilà, tout le monde est bon. Liam Neeson, enfin, en plus, chacun a un style différent. C'est ça aussi que la prélogie fait très bien, c'est que il y a des styles différents en fonction des personnages. Et là, on le voit clairement dans les 3 personnages. Et le combat raconte une histoire. Enfin, une histoire. Quand on veut montrer que quelqu'un est plus en difficulté, on le montre bien. Quand on veut montrer que, par exemple, Qui-Gon prend un peu l'ascendant sur Maul, le combat le montre bien. Enfin voilà, ça c'est le travail notamment de Nick Gillard sur la prélogie, qui a bien réussi à raconter quelque chose au travers des combats, qui est en difficulté, qui est en train de s'amuser, qui est en train de perdre, etc. Enfin voilà, je trouve que alors, c'est la première fois qu'on le voyait vraiment dans la prélogie, et c'est vrai que ouais, la scène fait un peu effet coup de poing en termes, bah, t'arrives et bam, on te montre un truc ce qui n'avait jamais été vu en plus dans les Star Wars. Alors le combat de l'épisode 5 et 6 sont bons, hein, mais c'est pas du tout dans la prélogie veut pas du tout raconter la même chose avec ses combats. Voilà, on est dans l'apogée des Jedi et on le montre comme il faut. Et la scène tue, la musique est géniale, le décor n'a aucun sens, mais il reste mythique. Je sais pas, ça m'a marqué. Donc voilà. Euh, pour moi, ça passe encore aujourd'hui. Et peut-être, je pense, encore mieux que la scène de la course. Je vais rajouter encore du positif là-dessus, parce qu'il faut y aller pour Ah, du négatif, hein. Même les points négatifs que tu as balancés, ah, c'est vraiment histoire d'en dire, quoi, parce que sinon. Alors, déjà, ce que j'apprécie, bah, déjà, on parle encore de ce combat 25 ans après. Déjà, c'est pas pour rien. Déjà, c'est que franchement, il s'est passé quelque chose. Et effectivement, donc moi, je l'ai vu au cinéma, hein, zéro spoil, j'avais pas vu une seule bande-annonce. J'étais un gamin, hein, 99, j'avais 11 balais. Et effectivement, oh, mais quelle claque, tout le monde le dit, c'est ce combat qui t'a vraiment placé les Star Wars, et plus particulièrement donc les combats de sabre laser, au niveau supérieur. Quoi. C'est vraiment ça qui t'a fait passer les films dans l'époque moderne, quoi, finalement. Donc, du coup, déjà voir visuellement Dark Vador, qui est quand même vachement impressionnant. Les sites, jusque-là, c'était un vieux monsieur et un mec avec un masque noir, qui entrait dans la légende, d'accord, mais ça restait un masque noir. Donc là, du coup, de voir un maquillage aussi flippant et original, c'était quand même quelque chose. Le coup du double sabre laser, bah, comme je t'ai dit, moi, j'en savais rien. Donc c'est vrai que quand il le met en place, t'es oh, t'es comme un con. Le côté 2 contre 1, ça aussi c'est nouveau, tu t'y attendais pas forcément. Tu pensais même pas que ça allait être possible parce ouais. que tu sais, normalement tu as le côté un peu honorable, presque un contre 1. C'est presque. On sous-entendait presque que c'était une règle, disons. Tandis que là, on te montre clairement que non, que c'est la priorité, c'est le bien, entre guillemets. Peu importe s'il y en a 10 contre 1, tant que c'est le bien qui l'emporte. Donc là, le côté 2 contre 1 et le fait pourtant que le combat soit équilibré, le combat en lui-même, qui est juste incroyable.
Ray Park, il est vraiment exceptionnel. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est aussi le fait que les visages de ces trois personnages retranscrivent également leur style de combat. Donc, tu as avec Dark Vador un visage très nerveux, colérique, très excité. Tu Dark Maul, as tu veux dire. Qui-Gon qui est toujours fatigué, bien évidemment, et en transpiration, mais quand même toujours posé, neutre Serein. presque, vraiment avec une paix intérieure presque du début à la fin. Et à l'inverse, tu ressens quand même un peu plus le stress, peut-être la nervosité du côté d'Obi-Wan, clairement. Il est concentré, hein, attention, mais tu sens que voilà, qu'il est sous tension. Et, et ça se ressent dans leurs mouvements, je trouve, euh, dans le style de combat Tout à fait. qui est apporté, puisque les trois, comme tu l'as dit, n'ont absolument pas le même style de combat au final. Et c'est chouette, c'est vraiment vraiment chouette. Tout à fait. Et la musique, oui, Et évidemment incroyable. ouais. Et j'ai toujours peur de dire, quand on me demande quel est ton combat préféré, j'ai toujours peur de dire celui-là, parce que j'ai toujours peur tout de suite de perdre en crédibilité. Et qu'on me sorte un truc genre, oh, t'es un Bon. petit fan de Star Wars, tu sors le combat que tout le monde aime. Bah oui, mais en même temps, mais est-ce que vous avez vu le niveau du combat, Ouais, quoi? ouais, Enfin, ouais, oui, oui, ouais. Donc ouais, franchement, Ah bah non, oui, hein. c'est difficile de te contredire sur ce combat. Ouais. Et petite parenthèse sur les combats avant de passer à la slide d'après. Les meilleurs combats de sabre laser de Star Wars depuis la prélogie, c'est dans l'épisode 5 de la série The Acolyte. Voilà, voilà. La série Même si annulée vous n'aimez pas la que série, personne ne va regarder, du coup. exactement. Ce qui est dommage parce qu'elle était intéressante. Elle était loin d'être parfaite, loin de là, elle avait des gros défauts, mais elle restait intéressante, et notamment sur les combats qui sont voilà, depuis la prélogie, c'est cette série qui les a fait le mieux. Voilà. Et là, je le dis de manière, je pense que enfin, si les gens sont de bonne foi et qui analysent une œuvre culturelle comme il faut, sans, voilà, sans haine ou des trucs à la con, parce qu'évidemment la série s'est pris des trucs en mode oh c'est une femme le personnage principal, enfin voilà, bref. Si on analyse la série de manière pertinente, les combats restent quand même, enfin voilà, c'est les meilleurs combats que la saga a connus depuis la prélogie. Et je pense pas qu'il y ait de débat possible, sincèrement. Pas vu. Voilà. Allez regarder les clips sur YouTube ou je sais pas quoi, enfin voilà, mais faites-vous ce plaisir. Et en plus, il y a des nouvelles idées qui sont introduites dans ces combats-là, donc voilà. Mais bon, on n'en verra jamais parce que Disney annule tout au bout d'une saison, parce que voilà, parce que la série a pas fait 500 millions de vues. Yuga Au secours. Christopher. Ah, je crois que le pire, il était encore après, quand même, qui était le Windu Sidious, c'est le pire. Lucidius. Dans l'épisode 3. C'est pas un combat, enfin, comment ça s'appelle le combat? Si. Ben, Mace Windu va confronter Palpatine à la fin du 3 parce qu'il sait que c'est un seigneur Sith. Palpatine Ah, fait son Windu, pardon, tourbillon, et j'avais le voilà. compte Dooku en tête. Oui, bien sûr, ouais. Ah, non. Non, ah bah moi je trouve que le pire c'est dans l'épisode 2. C'est je pense que c'est Anakin contre le comte Dooku, où en fait t'as plus de chorégraphie, tu vois les sabres laser qui passent devant les visages pendant 10 minutes, et tu vois les lumières. Juste. Ah oui, ouais. Je vois de quoi tu T'as parles. même plus de combat en fait. T'as les lumières qui bougent devant les personnages. Oui, je vois le. Ouais, ouais. C'est quand même fou. Ce qui passe Bon, on plus va quand trop, même. tu sous-entends que ça passait à l'époque, t'sais. Ben, sur certains points, oui, sur certains points, ça a toujours mal passé, voilà. Bon, je vais quand même commencer par un point un peu à nuancer. Alors, Jar Jar Binks, euh, quand j'étais petit, il me dérangeait pas. Maintenant, il me fait un peu chier, mais du coup, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai revu le film en salle il y a pas très longtemps. Et bah, il y a un moment dans le film où, je sais pas, Jar Jar fait un truc, et ben, j'entends, je sais plus si c'était un garçon ou une fille derrière moi, enfin en bas âge, hein, je pense que 5-6 ans, un truc comme ça, qui rigole, et je me suis dit, bah ouais, en fait, il est là l'intérêt du personnage. Donc bon, c'est vrai que c'est un personnage qui est assez insupportable. Alors après, je vais quand même souligner que Ahmed Best s'en est pris plein les dents, alors que c'est absolument pas sa faute, et je pense que même il a fait un très bon travail dans ce qu'on lui a demandé de faire. Oh, ça c'est C'était l'un des sans premières con, hein, ça personnes. c'est.
Oui, oui, oui. Et puis en plus, c'est l'un des premiers personnages en image de synthèse. Enfin voilà, mais même avant Gollum. Donc bon, c'est pas évident en termes en tant qu'acteur de créer ce genre de. Enfin voilà, c'est un véritable travail innovant. Alors le résultat est pas très drôle et très vite énervant, mais ça reste quand même un peu comme le film, enfin un peu comme à l'image du film en termes de prouesse technique, d'avancée, c'est très impressionnant. Dans l'exécution des personnages et de l'histoire, voilà. Et puis je pense que Lucas s'en est rendu compte parce que dans les suites, il devient beaucoup plus secondaire. Voilà. Mais c'est vrai que oui, dans le film, il fait quand même assez tâche. Et il y a un côté un peu très vidéo gag, voilà, quand il arrive à se débarrasser de droïdes, ben ouais, via des mésaventures où genre, il fait pas exprès de, voilà. C'est pour les gosses. Je pense que pour les ados et les adultes, ça passe beaucoup moins. Mais c'est vrai que même au-delà de l'aspect, c'est pour les enfants. Il y a des trucs qui me gênent enfin qui me gênent un peu. Oui, le personnage est quand même assez irritant, on va pas se le cacher. Ouais, le pire, c'est que cette fois, contrairement par exemple à la course de pod, il a un intérêt, je veux dire, au niveau du scénario, hein. Dans le C'est lui scénario. qui débloque Mhm. quand même plusieurs situations, qui fait avancer l'histoire sur plusieurs situations, à tel point que si tu l'enlèves, t'es bon pour vraiment réécrire tout le film en fait. Donc important, il a son importance et tu peux pas dire qu'il est juste là pour vendre du jouet. Alors après, il a été créé pour ça c'est évident par contre, mais tu peux pas résumer le personnage à ça. Ça c'est évident, mais ah oui, insupportable. Encore une fois, oui, ma gosse a adoré, ma gosse elle a 5 ans. Donc effectivement, quand l'autre con il se prend la bouche dans le truc à Dans les particules et que lasers, la oui, langue dans, rebondit, ouais, oui, c'est ouais, drôle, ok. Mais waouh. oui, c'est dur. Ouais. Et en termes d'importance dans le scénario, il ne faut pas oublier que c'est Jar Jar Binks qui a proposé la motion pour donner les pleins pouvoirs au chancelier suprême Mhm. Palpatine, qui l'amènera plus tard à devenir empereur. Donc voilà, c'est Tout à si fait, vous ce qui détestez montre le encore une fois qu'il personnage, est dites-vous idiot, mais qu'il est qu'il est responsable. important au sein de la saga. Ouais, 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 Et ouais. voilà, voilà. Mais bon, voilà. Donc si vous l'aimez pas, vous pouvez le blâmer pour la montée du fascisme dans l'univers de Star Wars. Bah, sauf s'ils sont là Voilà. pour le côté obscur, il paraît qu'il y a des cookies. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça fait grossir. Ça fait grossir. Sauf si t'es déjà gros. Bon, toi non, mais moi un peu plus. Bah, même si t'es gros, tu peux grossir, hein. Attention, il n'y a pas de limite, hein. Oui, Bon. Euh, Ce qui passe pas trop également, bah, c'est le côté politique. C'est vrai que bah, tu as le texte qui arrive et on te parle de taxation des routes commerciales et t'es un peu en mode, il passe où le côté aventure, découverte des premiers films? Là, on te parle ouais, de négociations, de tensions internes, de politique. Et ce qui, en soi, peut être très intéressant, mais commencer par ça, et même dans la manière dont la menace fantôme aborde et traite ces questions politiques, c'est, je dirais même plus que maladroit, c'est un détriment au film. Et je pense, et pour ceux qui ont regardé la série Clone Wars, il y a des épisodes dans cette série-là qui abordent un peu ces mêmes notions, hein, les séparatistes, sur comment on taxe qui quoi, sur les répercussions politiques, etc., ouais, sur la vie politique de la galaxie, que ce soit du côté de la République ou des séparatistes. Et dans ces épisodes de la série animée Clone Wars, c'est plus intéressant parce que je pense que c'est peut-être c'est un peu plus concentré sur un problème spécifique. Il y a un peu plus de temps pour développer les personnages. Sur même toute la question des personnages et des dialogues, et ça a toujours été pas forcément le point fort de Lucas, qui a été comblé dans la série Clone Wars, ce qui fait que je pense que ces aspects politiques étaient mieux gérés. Mais en tout cas, dans la menace fantôme, l'aspect politique est quand même assez superflu et à la fois très important. Mais il n'est pas assez intéressant pour. Il a pas, enfin, tout simplement, cet aspect-là du film n'a pas les épaules suffisantes pour être stable en fait. Donc, dans l'idée, pourquoi pas, je comprends. C'est là aussi développer la saga dans une autre direction. Et c'est même ce que voulait d'ailleurs aborder Lucas, les années Bush, la montée du fascisme, etc. Enfin, donc, voilà, donc c'est aussi un reflet de l'époque. Mais c'était beaucoup moins bien maîtrisé que ben, l'allégorie de la guerre du Vietnam, notamment avec la trilogie originale, surtout l'épisode 4. Donc ouais, le côté politique de l'épisode 1, bof bof, très bof bof, un peu soporifique. Ouais, bah, c'est vrai qu'on s'attend à autre chose d'un film, bah, il faut bien l'avouer, popcorn, grand public.
là c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de politique. Vous l'aurez compris, bon, moi je l'ai vu la première fois au cinéma, j'avais 11 ans. Je comprenais absolument pas tous les enjeux. Je ne voyais même pas du coup en étant Ouais, gosse bah, forcément l'intérêt de ces scènes. Je veux dire, si tu t'intéresses pas ouais. à la politique quand t'es gosse, déjà la vraie politique, t'as aucune chance de t'intéresser à la politique dans Star Wars, faut être honnête. Euh, ma Ouais. gosse, bah, c'était pareil. Et puis, ben, c'était un peu compliqué pour moi de. C'est important par rapport à Palpatine, puisque tu vois clairement ça monter au pouvoir tout doucement. Euh, donc, c'est Mm. important par rapport au background du personnage. Oui, mais du coup, expliquer ça à une gamine, par exemple, de 5 ans, non, c'est pas. Non, non. C'est vrai que Oui, c'est une direction qui ne peut pas être populaire par définition, forcément. Donc c'est vrai que c'était une décision dès le départ un peu casse-gueule, je pense. Et la multiplicité de ces scènes n'a pas aidé. oui, c'est sûr. Et je pense que c'est d'autant plus dommage parce que quand on regarde la trilogie, enfin la prélogie tout entière, le message politique qu'il y a derrière était très pertinent à l'époque et l'est encore aujourd'hui, notamment sur les questions sur comment le néolibéralisme amène au fascisme, enfin plein de trucs comme ça, et notamment la réplique de Nathalie Portman qui joue Mm. Padmé Amidala, qui dit c'est comme ça que la liberté meurt sous un tonnerre d'applaudissements. Plusieurs fois ces dernières années, je me suis dit, ben, en fait, elle aurait pu Oui, on est larguer cette dedans. réplique-là à ce Ouais, ouais. moment-là, et on est dedans. Donc il y avait une certaine justesse dans cette vision-là, mais il fallait, ben, l'idée était bonne et elle était pertinente, mais il fallait mieux la maîtriser, quoi, tout simplement. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Un point un peu plus léger, il y a certains personnages qui sont quand même dans des caricatures qui, je pense, à l'époque n'étaient pas, il n'y avait pas de malveillance quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'au regard d'aujourd'hui, on est peut-être un peu plus affûté à ce genre de questions. Le personnage de Watto, ou même la race des Némoïdiens, enfin des gens qui gèrent la Fédération du Commerce, qui ont des accents un peu chelous. Donc bon, il y a certains personnages en termes de stéréotypes ethniques ou religieux, ça passe moyen. Donc Attends, c'est c'est vrai qu'il sérieux y a, ça? mais bon, Je dois être à la masse parce que je ben, vois pas là. ouais, l'accent des gens de la Fédération du Commerce est un peu bizarre. Watto, il y a un côté un peu ah, c'est un gars qui a un gros nez qui pense qu'à l'argent. Je sais Oh pas si la c'est volontaire ou vache! pas, hein, Non, attends, c'est un mais argument qui est avancé ça? oui. Alors c'est pas forcément un que je partage parce que je pense pas que Lucas, au vu des opinions politiques de Lucas, je pense pas que ce soit un connard. Mais bon, je Oh préfère putain, le préciser oh, au cas c'est où en exagéré. passant. Oh, et si tu me, Voilà. si Mais c'est vrai qu'après, oui, tu me balances la photo, parce que je connais le personnage, tu me dis, il y a quelque chose qui ne va pas avec le personnage, vas-y, dis-moi ce que c'est. Franchement, si toi-même t'avais pas mis le doigt dessus, non mais ça va super loin. ouais. Après, je dirais que c'est peut-être plus au niveau des accents que c'est problématique et des accents un peu genre étrangers, vraiment localisés à certaines régions du monde et les mettre comme les méchants caricaturaux avides d'argent, ou ce genre de choses. Des fois, c'est un peu en mode aujourd'hui, ça serait peut-être un peu moins. Ouais, enfin, Je ils pense sont que c'est étrangers, plus donc du coup, qu'ils parlent avec des accents quand ils parlent une autre langue, c'est pas étonnant. Enfin, parce que je sais pas ce en plus, que Watu il parle, mais il parle une autre langue normalement. Je sais pas quelle langue c'est, enfin, ouais, je pense il doit parler le Hutties. Euh, quelque chose comme ça. Mais bon, du coup, dès lors qu'il parle une autre langue, évidemment qu'il a un accent face. Ouais, mais c'est qu'en fait, on peut les replacer à des accents dans notre monde en fait. Genre, c'est plus ça là où certaines personnes pourraient peut-être se sentir enfin, offensées, je sais pas, mais qui pourraient s'identifier et se placer tout le temps comme dans des rôles antagonistes. Bon, après, franchement, je pense pas que ce soit vraiment malveillant de la part de Lucas parce que le fait d'avoir des accents, par exemple les Twi'lek, la race des Twi'lek dans la série Clone Wars, ils ont un accent français. Ouais, enfin, Et il n'y a pas vraiment de voilà. puis c'est un peu ça Donc bon, Star je Wars, pense que c'est le fait d'avoir énormément de. Enfin, d'avoir une. De proposer quelque chose d'infini, vraiment, en termes de personnages, de Hmm. races, d'univers. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu changes les voix, tu changes les dialectes,
tu changes les visuels, de temps en temps que tu foutes un accent, bon, qu'il soit plus ou moins connu, ça peu importe, mais que tu fous un accent, bon, je trouve que ça apporte encore quelque chose de différent pour aider dans ces variétés, quoi. Je trouve. Ouais. Après, c'est sûr, Oui, oui, non, mais je suis si tu d'accord. commences à me sortir qu'à chaque fois qu'il y a un méchant, il a un accent, j'en sais rien, italien ou lituanien ou fais ce que tu veux, oui, bon, là, on va avoir un problème. Mais on n'en est pas là, quoi. Oui, je pense qu'à la limite, c'est juste un peu maladroit, mais je pense que c'est surtout avec notre regard d'aujourd'hui. Et franchement, je pense pas que ce soit le genre de Lucas à être dans des stéréotypes antisémites ou racistes ou quoi que ce soit. Donc voilà, je le mentionne parce que peut-être que certains pourront remarquer le truc, mais franchement, je pense Moi, pas que ce personnellement, en soit. plus, alors en VO, j'en sais rien, hein. Mais en VF, moi, j'ai toujours salué en plus le taf du personnage qui tenait Watu, parce que clairement, c'était du boulot. Et j'ai trouvé ça cool. Il est distrayant, non, franchement, moi, j'aime bien ce Oui, oui, perso. oui, non mais Quand tu fais les passes, comme ça, avec les la mains. VF m'a Non, mais marqué. je l'adore. Tes trucs de détails, ça marche pas sur Mais moi. c'est Ah, ça. bah, oui, Les data reefer, on l'a fait. oui, Non, ça. elles feront pas l'affaire. C'est génial. Il est tarif fort. Bon, Oui, après, bah oui, c'est sûr. l'écriture est vachement sympa aussi. L'écriture du. Hmm, c'est vrai. Oui, oui, ouais. Voilà, je voulais quand même le mentionner, mais c'est vraiment pas le. Ouais, Enfin, pour clairement, moi, ça m'a ça entache pas pas le marqué, film. mais peut-être que Voilà. certaines personnes sont plus aware que moi sur ce sujet, je sais pas. Normalement, j'ai les yeux grands ouverts là-dessus, je sais pas, là, ça m'a pas. Ouais, Oh, et puis ouais. le truc du grand Ouais, nez, putain, la vache. je sais pas. Moi, je l'ai vu passer. C'est pas un truc que Enfin, c'est pas moi qui l'ai remarqué. En fait, enfin, quand une fois qu'on me l'a dit, d'accord, je vois le truc. Je pense pas que je l'aurais remarqué, et je pense vraiment pas que ce soit un truc fait intentionnellement. Enfin, je pense pas que ce soit en mode, ouais, on va mettre les gens, on va mettre des gens qui sont genre stéréotypés, caractéristiques Ouais, puis des c'est pas juifs. c'est Voilà, le non, je personnage pense pas que créé à voilà quoi. Harvard avec un nez exorbitant, enfin, faut pas déconner. Voilà, mais bon. Après, je pense en termes de problèmes du film, plus important, plus évident. Alors en bas à gauche, j'ai mis cette image-là qui sont un peu le symbole pour moi des effets numériques qui étaient vraiment pas aboutis. Alors il y en a plein qui sont très impressionnants, notamment Jar Jar pour l'époque qui est très impressionnant. Mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes où tu vois vraiment que tout n'est pas rodé à 100%. Et dans le reste du film, qui était quand même assez enfin, novateur, précurseur, même parfois joli, t'arrives, ouais, la scène de bataille sur Naboo, t'as l'impression d'être dans le fond d'écran de Windows XP, ça, ça entache un peu. Donc voilà, ça c'est vraiment pour l'aspect technique. Après, je vais pas repasser dessus, mais c'est vrai que oui, les dialogues sont quand même assez artificiels. Certains acteurs se démerdent beaucoup plus que d'autres parce que je pense qu'ils ont peut-être besoin de moins de supervision, mais il y en a certains, c'est vraiment un jeu assez rigide. Et puis c'est vrai qu'après, oui, bah, le film est quand même assez lent. C'est pas le plus lent des trois quand même, mais il y a quand même une certaine lenteur, ça se traîne un peu. Attends qu'on fasse les 25 ans de Euh, l'épisode 2, mec. ouais, ouais. Après l'épisode 2, je pense que je suis encore peut-être beaucoup plus indulgent que celui-là Oh pour des putain, raisons t'es très sérieux là? nostalgiques. Oh, J'ai dit indulgent parce que je reconnais qu'il a beaucoup de défauts, mais il a surtout il a très une peu de place, qualité, mais. il a une place dans ma nostalgie très Oh là là particulière, donc là. voilà. Mais voilà. Mais ouais, c'est vrai que oui, et puis même l'histoire, enfin voilà, il y a des gros problèmes d'histoire, de rythme notamment. Alors moi j'apprécie toujours le film. On va passer plutôt à la conclusion. Du Quel est le coup, juste pour bilan? les effets spéciaux, par contre, moi Ouais, j'ai toujours aimé le visuel des machines dans la scène oui, d'avant. J'ai toujours trouvé ça c'est vrai. cool. Ou même des droïdes En d'ailleurs. termes de design, c'est voilà. Mais c'est vrai que c'est surtout cette scène-là qui me marque vraiment beaucoup comme Oui. artificielle. J'ai l'impression de, bah attends, je crois que, attends, je veux pas dire de Après, bêtises, t'as mais il me toujours les semble gens que, qui peuvent dire bah c'est tout simplement la planète qui est comme ça. Oui, d'accord, enfin ça fait vraiment vite quoi. voilà, j'ai toujours eu l'impression d'être, voilà, dans une bouteille volvique, quoi. Ouais. Donc voilà, tout est très vert, très plat. On dirait qu'il y a des volcans un peu loin. Enfin voilà. Il y a certains aspects du film techniquement qui font vraiment tâche. Voilà. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est les effets spéciaux de l'époque, voilà quoi.
Voilà, donc après 25 ans, qu'est-ce que c'est le bilan? Moi tout simplement je veux dire, alors je reconnais que c'est un film qui a quand même des défauts, parfois même des gros défauts, voilà, sur des points assez critiques du film, hein, voilà, en termes d'histoire de rythme. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, je suis absolument pas impartial. Je suis nostalgique de ces films parce que c'est les films Star Wars de mon enfance. Et c'est pour ça que je mettrai toujours en avant ces avantages sur ces défauts. Voilà, notamment en termes de design, de technologie, de vaisseaux, de personnages de costumes, les combats au sabre laser. Mine de rien, il y a des plans dans le film qui sont très très beaux. Voilà, j'en ai mis deux sur Naboo, que ce soit genre à l'extérieur ou dans le palais, parce que soit on utilise des maquettes ou des techniques qui sont pas encore tout à fait effet numérique à fond, ou alors parce qu'on est dans un très beau décor et que mine de rien la photographie est quand même très réussie. Je tiens à préciser quand même que avant on savait filmer les déserts correctement et je trouve que ça s'est un peu perdu. Voilà, dans la menace fantôme, on ressent bien que il fait chaud dans le désert. Là où notamment dans la série The Mandalorian, je trouve que des fois on perd un peu de, je sais pas, en termes de colorimétrie, on perd certains trucs et je trouve que l'épisode 1 est quand même encore un film globalement assez joli, qui te montre plein de choses différentes, avec des combats plutôt cool, avec une musique qui déchire. Et moi je décide de me concentrer là-dessus. Et voilà, je reconnais qu'il y a des problèmes, mais je me concentre sur les côtés positifs parce que sinon voilà, je suis un fan, je suis Il y a pas, Sokalala qui est en il train n'y a pas de logique. de te troller. Non, je peux comprendre. Bagarre, bagarre Sokalala. J'ai un peu le cul entre deux chaises. Autant je peux pas dire, je peux pas aller non plus dans ton sens et dire que le film est exceptionnel. Bon, c'est pas ce que tu as dit, mais Euh, je peux clairement pas dire que le film est exceptionnel. Mais je trouve ça quand même fou ce qui te. Ouais, c'est-à-dire que tu as tous les extrêmes, j'ai l'impression, tu sais, au niveau de la communauté hmm. de fans. Soit tu as ceux vraiment qui sont Ouais, mis dedans et qui te sortent non, mais les trois là, c'est ce qu'il y a de mieux, ils sont sans défaut, ce qui n'est absolument pas vrai. euh, Soit tu as c'est vraiment les pas fans vrai, hein. hardcore qui ne jurent que par l'ancienne trilogie, qui ne veulent même pas étudier les films d'après, qui te sortent que tout ce qui a été fait après est mauvais. Et non, tu ne peux pas résumer ces deux points de vue-là comme ça. Cette prélogie a des qualités nouvelles et des défauts nouveaux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de les étudier. Pour le coup, moi je trouve que ce film, euh, à l'époque, a mis Star Wars sur notre planète, une planète sur laquelle l'univers était destiné à aller. C'est vraiment c'était l'étape suivante dans l'univers de Star Wars. Elle était nécessaire, elle était bienvenue, et elle caressait quand même les anciens films. C'est vraiment dans la continuité des anciens films. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'interprète. Maintenant, ce premier pas dans la modernité sous-entend qu'on va y aller de plus en plus et de là avoir de plus en plus de défauts qui, pour certains, pour ma part, seront rédhibitoires. Je ne pourrais pas passer ces défauts qui vont tout doucement être mis en place avec ce film quand même au final. Et si on parle un jour de l'épisode 2, bah, on sera en plein dedans à ce moment-là. Euh, et c'est encore pire avec les trois dernières versions Disney. Mais voilà, ce film est bienvenu. Il a fait les choses comme il fallait, même si encore une fois, il y a quelques éléments qui ne passent absolument pas. Euh, mais dans tous les cas, il a mis la première pierre à un édifice qui va très vite s'écrouler. Et qui clairement, moi, m'a fait sortir de la catégorie vraiment des gros fans de Star Wars. Quoi. Moi, je comprends. Ouais, 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 ouais. Moi, ça m'a marqué parce que c'est mon enfance, mais c'est vrai que je comprends de pas accrocher, hein, Bah, clairement. encore C'est pas un film parfait, hein, qu'il voilà. est pas. Alors imaginons, tu as un mec qui te sort. J'ai pas de souvenir de l'histoire de l'épisode 1 de Star Wars. Bah, mine de rien, c'est tout à fait possible. Quand on Mm. voit Oui, c'est vrai, hein. c'est tout à fait possible. Hein. Enfin, je veux dire, quand on voit le film. Après, quand on me dit je retiens aucun acteur, bon, il y a quand même des grosses têtes d'affiche. Là, c'est un peu plus surprenant. Ouais. Mais
Même bon, je concernant le retiendrai le combat à scénario, la bah, limite, tu vois. c'est vrai que t'en as pas trop parlé au final. Mais l'histoire, bon, t'as beaucoup parlé de l'impact politique, même au niveau de l'histoire ou du développement des personnages. Enfin, par exemple, même tout simplement Padmé et Anakin, la différence d'âge qui est carrément balayée par la suite, Mm. c'est un peu. Ouais. C'est Bon, ils ont ça 3 ans de aurait pu être fait différence, hein, mais ça autrement. c'est parce que ça a été mal casté, hein. Voilà, ça aurait pu être largement fait autrement. Oui, Ça tout aurait à fait, largement oui. pu être fait autrement. Pardon. Donc, et puis le Tout à fait scénario, d'accord. oui, enfin, quand tu passes, je sais pas, d'un épisode 4, bah, 5 ou 6, mais plutôt l'épisode 4 à ça, euh, oui, en termes de scénario, Ça a pas le, c'est oui. clair qu'il y a un problème. Oui, ça c'est sûr. Mais Mm. après, en termes de scénario, il mérite un Oscar par rapport aux 3 de Disney, hein. Les 3 de Disney ont, un peu comme avec la prélogie, ils ont des défauts qui sont tout à fait nouveaux pour des Star Wars. Ils ont des qualités que la prélogie n'ont pas, mais ils ont aussi des défauts que la prélogie n'ont pas, et qui sont pour moi encore plus rédhibitoires, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un jour. Mhm, mhm. Là, j'aurais beaucoup de choses à dire en plus sur le rapport Star Wars Disney et les suites. Bon, il y a plein de choses. Plein de choses à dire. Ah, moi, les personnages m'ont marqué. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Dark Maul, mais je veux dire, moi, Qui-Gon Jinn, il me manque, quoi. Enfin, voilà, comme quoi il m'a marqué aussi, hein. Et Un je bon parle pas modèle de de Yoda Jedi, ouais. parce qu'il a marqué l'intégralité de la trilogie. Mais Qui-Gon, qu'on ne voit que dans cet épisode-là, oui. Ouais, ouais. Bah, pour reparler de The Acolyte, un des personnages principaux qui est le maître Jedi Sol a une vibe qui fait très Qui-Gon Jinn, de l'aveu même de l'acteur, hein, donc voilà. Et c'est vrai que c'est un Jedi, enfin c'est un type de Jedi que j'aime bien, qui est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude et c'est un truc qui fonctionne quoi. Enfin pour moi en tout cas. Ok. Alors, vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Alors donc la semaine prochaine, eh bien, pour la rubrique hebdomadaire.